Un grand merci à nos amis diplomates qui nous ont absolument passionnés. Et à chaque fois que j'ai la joie et le moyen de faire venir des diplomates ici, au Collège de France, nous avons généralement des prestations tout à fait extraordinaires qui nous fait sentir la grande qualité de la diplomatie française et les inquiétudes qu'éventuellement on peut avoir sur son avenir, bien que ce soit un autre sujet sur lequel je ne m'étendrai pas. Bien évidemment. Alors, d'abord, dans les remerciements, je remercie d'abord l'ensemble des intervenants parce qu'ils ont tous été d'une qualité exceptionnelle, sauf moi-même, parce que je n'ai pas le droit de parler de moi. Et ensuite, toute l'équipe de la chaire, Dima en premier, parce que c'est elle qui a géré l'ensemble du projet, mais mes quatre chercheurs de ma chaire, vous les avez vus chacun et chacune animer les tables rondes, dont je n'ai rien fait, sinon donner de vagues instructions de temps à autre. C'est eux qui ont fait tout le travail et je les en remercie. Alors, je serai évidemment bref, d'abord parce que on est quand même assez fatigué en fin de journée. Là, on a abordé ce matin et cet après-midi différents points. D'abord, des petits points de détail. Je vais dire à Jean-Pierre Filu à l'époque, en 2002, qu'il devait y avoir probablement plus de spécialistes d'Al-Qaïda dans le monde que de militants de l'organisation. J'ai lu le déluge de publications sur le terrorisme international qui avait à l'époque. Ensuite, comme on l'a vu, le mouvement s'est remplumé. Mais s'il n'y avait que 500 militants en début 2002 de Al-Qaïda, il y avait à peu près 5000 spécialistes dans le monde de la même organisation. C'est un point de détail, mais c'est quand même bon à noter. Nous avons discuté de beaucoup de choses, et ce sera un peu donc dans le désordre. Finalement, le terrorisme et l'antiterrorisme fonctionnent, comment dire, l'un par rapport à l'autre. Et là, on l'a très bien montré ce matin. C'est parce que, en quelque sorte, les Américains avaient une vision globale, c'est-à-dire mondiale du terrorisme, que le terrorisme s'est quelque part mondialisé. Et il y a ce rapport assez intéressant, c'est une idée tout à fait nouvelle et une piste de recherche. Alors j'ai déjà écrit un certain nombre de fois et je maintiens que l'antiterrorisme tue bien plus que le terrorisme, même s'il se présente de façon réactive par rapport au terrorisme. Et nous avons vu que toutes les dictatures se construisaient sur un discours antiterroriste. Et donc, finalement, c'est une notion qui scientifiquement est déjà difficile. J'avais jadis fait ici un magnifique colloque avec Madame Delmas-Marty sur la notion de terrorisme, et je pense que ce qu'on a entendu aujourd'hui va bien dans le sens que ce que j'avais fait avec Delmas-Marty il y a déjà une bonne dizaine d'années. La notion de martyr, la martyropathie, oui, alors c'est là exactement comme se construisent les images en inversion d'un monde à l'autre. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant, puisque d'un côté, on est à une époque, maintenant on a changé d'époque, mais on est à une époque où on rêve dans les armées occidentales d'un zéro killing, c'est-à-dire non pas tuer zéro ennemi, mais avoir le moins de morts possible dans ses forces en utilisant une guerre à distance. Ça, c'est le début des années 2000. Et ce zéro killing, de l'autre côté, il y a celui qui en fait quelque sorte la contestation en se vouant à la mort de lui-même. Et il y a donc un rapport entre le zéro killing d'un côté
et la martyropathie que l'on a évoquée ce matin de façon magnifique chez Farhad Khosrow-Khavar. Le calcul du nombre des morts est toujours extrêmement difficile. Il y a encore toute une longue dispute pour savoir quel était le coût humain de l'embargo sur la société irakienne dans les années 1990. Les gens s'envoient encore des statistiques les uns les autres, d'autant plus qu'on est obligé de faire des statistiques rétroactives. Mais comment recalculer les arbres démographiques irakiens alors que la société irakienne est bouleversée, que vous avez des centaines de milliers de réfugiés, et ainsi de suite. Et il en est de même pour le calcul de la mort, du nombre de morts de troupes dans la guerre d'Irak. Bon, évidemment, on connaît les statistiques américaines, mais en dehors des pertes américaines, là encore, on se trouve dans la difficulté. Alors, on va des estimations basses à des estimations hausses. Il y a une espèce de consensus mou qui irait sur un demi-million de morts. Mais là encore, c'est très difficile à calculer parce que tout simplement, on ne sait pas où sont passés les gens. Il faudrait savoir les centaines de milliers de réfugiés irakiens qui sont allés en Irak. Est-ce qu'on les compte comme morts ou pas parce qu'on ne les retrouve plus en Irak et ainsi de suite. Donc il y a une grande difficulté à déterminer cela. Bon, à chaque fois qu'on perd une guerre, on dit que c'est parce que nos responsables sont plus intelligents, ou les plus intelligents. Pour un livre célèbre sur la guerre du Vietnam, qui s'appelait The Bright and the Brightest, en anglais, donc je ne sais plus quel était le titre français, qui était la démonstration que l'administration Kennedy avait réuni les meilleurs cerveaux possibles de l'Amérique au début des années 60, et que c'était ces génies-là qui avaient lancé l'Amérique dans la guerre du Vietnam. C'est un classique qui a dû paraître vers 1970 de mémoire. Alors, c'était tout à fait intéressant parce qu'il suivait la formation des principaux responsables de l'administration Kennedy, qu'on retrouve ensuite dans l'administration Johnson, donc, où ils ont fait leur université, quels cours avaient-ils reçus, quels diplômes ils avaient eu, etc., pour voir ensuite quelles décisions ils avaient prises qui avaient conduit à la guerre du Vietnam, mais on a en quelque sorte aujourd'hui un peu la tentation, enfin le discours sur les néoconservateurs en particulier, et de reprendre cette question des formations, des réflexions, etc. Alors, bon, ce qui frappe évidemment en défense professionnelle, et nos amis diplomates ont bien insisté sur la qualité des universitaires américains sur le Japon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est justement tout le problème des études du Moyen-Orient en Amérique du Nord qui se trouve posé, puisque la Middle East Scientific Association, donc la MESA, se trouve largement déconnectée du monde diplomatique américain pour un ensemble de raisons qui est la première, la malédiction portée sur des gens tout à fait louches qu'aux États-Unis on appelle the Arabists, donc on traduirait en français les arabisants, et le fait même que dans la diplomatie américaine où il y a d'excellents arabisants, ils sont dans des mécanismes d'autocensure par rapport aux pressions qui sont exercées par le monde politique. Et puis, à côté de cela, justement, le fait que les universités, sur lesquelles il y a des publications d'extrêmement bonne qualité, ne sont pas au contact avec la politique, transfèrent ça vers les think tanks. Et dans les think tanks, même s'il a une prétention scientifique, fonctionne plus comme un avocat dans un tribunal américain que comme un chercheur essayant par approximation successive de se rapprocher d'une connaissance certaine. Et l'un des mécanismes qui conduit justement
à ce mythe de l'existence des armes de destruction massive est bien celui-là, c'est-à-dire que l'administration Bush Junior fonctionne comme un avocat, enfin comme un cabinet d'avocats, c'est-à-dire on se moque plus ou moins de la vérité, on essaye de faire triompher une thèse. Et de ce point de vue-là, ça conduit justement au déficit abyssal de connaissances qu'avaient les décideurs américains quand ils envahissent l'Irak. Ils ne connaissent pas le pays. Alors, il y a certainement des diplomates qui avaient une bonne connaissance du pays, mais ils ont été dans les luttes internes entre le département de la Défense et le département d'État mis de côté. Quand Bremer, je ne sais plus si Garner ou Bremer essaye d'avoir des gens du département d'État dans son équipe, le département de la Défense fait obstruction. Et donc on voit comment ce déficit de connaissances. Alors, il y a aussi des anecdotes qu'on dit sur les Américains, mais il y a quelques années ici, on réfléchissait sur la possibilité de recréer une chaire de géographie, qu'on n'en avait pas une depuis longtemps. Et un de nos universitaires, enfin des membres du collège, que je ne citerai pas le nom, il dit mais la géographie, ça n'existe pas. La meilleure preuve, c'est que ce n'est pas enseigné dans les universités américaines. Quand souvent on a envie de répondre, mais on n'a pas trouvé la bonne réponse. Et quelques temps après, j'ai trouvé la bonne réponse. Alors, on dit les Américains découvrent la géographie une fois qu'ils ont été dans un pays qu'ils ne connaissaient pas avant. Ils font la guerre. Voire tout simplement, ils commencent à comprendre la géographie quand ils ont une défaite. Mais bon, ça, c'est des blagues de professionnels, évidemment, ce n'est pas une vérité totale. Mais ça indique quand même un certain nombre de problèmes sur les connaissances de la région et ce manque, en tout cas, d'interaction entre l'académique et le diplomatique aux États-Unis. Alors, ce qui n'est pas le cas en France, en tout cas, pour la zone d'Afrique du Nord, au Moyen-Orient, parce que j'ai discuté récemment avec ma collègue Mme Cheng, qui est la grande sinologue, qui me disait que les sinologues français n'avaient pas de relation particulière avec le monde diplomatique, alors qu'elle nous voyait, nous les chercheurs sur le monde arabe, constamment en liaison ou relations avec des diplomates à différents niveaux. Alors ça s'explique, concours d'Orient, etc. Beaucoup de diplomates qui sont en poste, je les ai formés comme étudiants jadis, quand j'étais aux langues orientales en particulier. Donc, c'est des choses qui sont produites. J'espère les avoir pas trop déformées. Voilà, donc, tout ça pose problème. Mais alors, il y a un problème qu'on n'a pas abordé, parce qu'il y a un problème moral, et c'est trop facile de condamner les Américains. Qu'est-ce qu'on fait avec les dictateurs arabes ou autres, hein? Je veux dire, c'est bien gentil de dire qu'il ne faut pas chasser Saddam Hussein ou Kadhafi du pouvoir. On peut l'admettre, ne serait-ce que si on considère que les relations internationales sont aussi un jeu qui insiste sur la stabilité. Et donc, dans la mesure même où un dictateur, pour se maintenir au pouvoir, essaye de détruire tout ce qui pourrait le remplacer, ce qui fait que s'il tombe sur une intervention extérieure, le pays éclate. Et ça a été le cas aussi au Yémen, même que l'intervention n'a pas été extérieure. Ça a été le cas en Libye. Mais en même temps, on doit reconnaître que ces dictateurs sont particulièrement sanglants, qu'ils ont financé et maintenu du terrorisme, y compris du terrorisme international, au moins à certains moments. Alors, je n'ai absolument pas la réponse à cette question, mais nous savons tous que nous souffrons de la catastrophe syrienne, mais que nous considérons que cette catastrophe syrienne est largement due à l'absence de réaction occidentale et américaine en 2013. Je ne parle pas de la France, parce qu'on était prêt à intervenir, mais Obama nous a interdit d'intervenir. Enfin,
a objecté à toute intervention, et sans les Américains, nous ne pouvons pas faire. Alors c'est le vieux problème pour la région qui pourrait être résumé sous la formule: on ne peut rien faire avec les Américains, mais on ne peut rien faire sans les Américains. Et, donc on est un peu bloqué sur ces sujets. Alors, par ailleurs, on a des choses secondaires. Enfin, vous savez, une problématique d'histoire, c'est toujours en fonction d'un sujet. Donc, si vous changez de sujet de problématique, vous voyez quelque chose que vous ne voyez pas ailleurs. Par exemple, j'ai été frappé dans les livres sur la guerre d'Irak sur l'usage systématique de la vidéo. Je pense que c'est le premier conflit où Washington est en discussion directe par vidéo avec les responsables américains sur le terrain. Je ne sais pas si c'était déjà fait dans les années 90, mais on voit chez Bremer ou les autres dans ses mémoires, j'avais une liaison vidéo régulière avec le président Bush, etc. Donc, du point de vue des technologies, ça nous rappelle que la première communication en temps réel dans une action politique de ce genre, c'est la guerre de Crimée, où le télégraphe arrive à peu près entre 18h entre Paris et le champ de bataille en 1855. Donc c'est la grande mutation à ce moment-là. Donc aujourd'hui, entre le télégraphe de 1855 et la vidéo d'aujourd'hui, on ne fait que monter en qualité, enfin technique, je ne parle pas d'en qualité des échanges, ce qui est un autre problème. Et puis il y a toujours les inattendus, ceux qu'on ne voit pas, et qui peuvent peser extrêmement lourd. Je me suis longuement demandé pourquoi dans l'Amérique profonde, on avait des violents mouvements contre l'imposition de la loi islamique, je ne sais pas, dans l'Oklahoma ou dans l'Utah. Je me dis, il y a un problème quand même, pourquoi ils parlent de ça? Puis je me suis dit, il y a quand même 1,5 million de soldats américains engagés en Irak, plus un paquet d'autres en Afghanistan. Donc on peut imaginer qu'il y a au moins de l'ordre de 2 millions de vétérans américains qui ont fait des guerres ces dernières années en Afghanistan et en Irak, avec le musulman, l'islamiste, le terroriste. Et comme ce ne sont pas des gens qui sont sortis des universités non plus, bien voilà, ils ont peur que les islamistes s'emparent du pouvoir dans l'Oklahoma ou dans l'Utah ou autres États. Ce qui explique la paranoïa islamophobique profonde de l'Amérique profonde, je ne parle pas de New York, etc., liée à ces phénomènes des vétérans. De même, pour les vétérans, on sait que les pertes américaines ont été plus faibles en nombre de morts parce qu'il y a eu un progrès formidable de la médecine d'intervention immédiate, ce qui fait que les Américains ont eu moins de morts et plus d'invalides que par rapport, par exemple, à la guerre du Vietnam, etc. Donc là aussi, on sent dans la problématique des techniques médicales, il y a la guerre suscite toujours des progrès en quelque sorte. Voilà, donc la question essentielle reste, et elle est impossible à résoudre. Si on prend les 3 exemples, Irak, Libye et Syrie, est-ce que l'on doit intervenir ou non par rapport à une dictature qui a un passif qui se constitue en milliers ou dizaines de milliers de morts? À l'époque, j'avais fait un texte, je crois que vers 2005-2006, qui m'avait beaucoup amusé. J'avais mis côte à côte la déclaration de Bonaparte en 1798 en Égypte, la déclaration de Charles X en 1830 à Alger,
la déclaration des Britanniques envahissant l'Égypte en 1882, les déclarations britanniques durant la Première Guerre mondiale, etc. Et ça terminait par celle de George Bush, et c'était à peu près le même discours. Et je disais, terminé, ça donne une impression de déjà vu. Voilà. Bon, je crois qu'on peut arrêter là. Je remercie tout le monde d'avoir assisté et je crois qu'honnêtement, grâce à la qualité des intervenants, moi excepté, ça a été une parfaite réussite.